Merci beaucoup de l'invitation. C'est toujours agréable de partager les expériences. On s'inspire les uns des autres. Donc, ma présentation va avoir deux volets. Une première, un peu justement, vous expliquer l'historique de l'implantation au Québec de l'intervention précoce. Puis ensuite, on va revenir aux composantes essentielles de ces programmes là, selon les données probantes là, qui sont produites au niveau international. D'abord, l'implantation de cliniques d'intervention précoce au Québec. Où en sommes-nous? Donc, je vous ai mis ici un peu de façon schématique. En 87, la première clinique d'intervention précoce était née à Montréal, professeur Lalonde qui avait débuté cette clinique. Et on voit qu'à travers les années, sont nées quelques autres cliniques. Notre clinique à nous ici en 99 à Montréal. Puis, tranquillement, au début, c'était beaucoup Montréal et Québec qui sont les plus grandes villes. Et graduellement, il y a d'autres programmes qui sont nés un peu plus dans les régions semi-rurales du Québec. Et on voit que après les années 2010, il y a eu de plus en plus de programmes qui sont nés. Je vais vous expliquer un peu le contexte. Donc, au début, les plus vieux programmes, c'est beaucoup dans les milieux académiques, universitaires, puis par la suite, tranquillement, dans les milieux non académiques, là, on a vu de plus en plus de programmes là, naître. Alors, en 2004, on a vraiment vu en fait, le besoin de se regrouper en association. On a donc fondé un organisme à but non lucratif qui est l'Association québécoise des programmes pour premier épisode psychotique, dans le but vraiment de favoriser les échanges, un peu ce qu'on veut faire avec la branche francophone de l'IEPA, pour que les professionnels et les chercheurs du domaine au Québec puissent échanger. On voulait aussi améliorer la qualité des services pour premier épisode, de même que l'accessibilité à travers toute la province. On voulait favoriser le développement de nouveaux programmes, les soutenir, faciliter la formation des intervenants des programmes PEP. On parlait tout à l'heure des cliniciens de terrain, et aussi sensibiliser le grand public et les administrateurs du réseau de la santé à l'importance de la détection précoce et de l'intervention précoce pour la psychose, et également convaincre, en fait, le ministère de la Santé d'investir dans l'intervention précoce. De façon, donc, on est en 2004, de façon un peu plus tardive, on s'est joint, en fait, on vit au Québec, au Québec, on est beaucoup francophone, c'est bilingue, mais la majorité est quand même francophone. On est à travers le Canada où, toutes les autres provinces sont surtout anglophones. Un peu plus tard, on s'est joint, en fait, avec les provinces anglophones, donc en 2012, pour mettre sur pied le Consortium canadien d'intervention précoce, où il y avait diverses initiatives, un peu comme la nôtre au Québec, à travers le Canada, et on s'est joints ensemble, encore dans le but d'améliorer les soins pour les Canadiens, et aussi proposer, en fait, établir des normes, un peu des standards en termes de prestations de services, parce qu'il n'y avait pas de guide canadien. On est encore, en fait, en train de travailler sur cet objectif. Suite à nos démarches, puis je vais revenir tout à l'heure exactement les démarches qu'on a faites, là, mais en 2014, donc, est né le Centre national d'excellence en santé mentale du Québec. En fait, il n'est pas né, mais est né son investissement dans l'intervention précoce pour la psychose. Donc, d'abord ils se sont joints à des cliniciens d'expérience et des chercheurs en intervention précoce au Québec. On a pu expliquer un peu nos expériences, la réponse partielle aux autres modèles de soins. Donc, on a parlé, il y a différents modèles de soins qui existent. Là, d'abord, les modèles qui sont beaucoup centrés sur l'hospitalisation. Il y avait les équipes de suivi intensif dans la communauté, mais qui avaient beaucoup de difficultés à accrocher les jeunes, en fait, à engager les jeunes dans le suivi. On a regardé un peu ce qui se faisait au niveau international et en fait, le Centre national, avec l'aide des experts, a rédigé un premier guide d'implantation des cliniques pour premier épisode psychotique au Québec en 2014, qui a été mis disponible, qui a beaucoup aidé la création des dernières cliniques que je vous présentais sur la diapositive. Toutes ces cliniques-là, c'était vraiment l'initiative de cliniciens qui voulaient démarrer des programmes. On s'est dit que c'est sûr que si on veut que ça s'étende vraiment à la population québécoise au complet, il fallait aller plus loin. Donc, avec d'abord, les premières initiatives que je vous ai présentées, il y avait environ 18-20 programmes au Québec qui couvraient environ la moitié de la population. Et ce qu'on a fait, la démarche suivante, c'est qu'on est allé voir l'Association des médecins psychiatres du Québec, et on leur a demandé si dans le plan d'action qu'ils proposaient en fait au ministère, où ils couvraient en fait différentes recommandations pour diverses populations, soit la population vieillissante, les jeunes enfants, etc., on a proposé d'ajouter des clauses ou des mesures
de recommandations au ministère de la Santé sur l'intervention précoce pour la psychose. Donc, je vous montre ici, on avait demandé une mesure pour disséminer de manière efficace sur l'ensemble du territoire québécois les pratiques innovantes qui ont fait leurs preuves, comme les programmes pour les premiers épisodes psychotiques. Et on a demandé que ce soit fait sous l'égide du Centre national d'excellence en santé mentale pour qu'il y ait vraiment un support qui soit donné à ces cliniques-là et non seulement que ça dépende de notre association. On a également proposé que d'emblée, les programmes soient mieux organisés pour que, dans le fond, les adolescents qui sont pris en charge, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure, soient pris en charge par les mêmes services qui vont les suivre à l'âge adulte. Parce que nous, je crois que c'est un peu comme ça aussi ici. Il y a la psychiatrie des enfants et des adolescents, puis à 18 ans, ça devient la psychiatrie adulte, mais ce sont les mêmes personnes qui ont besoin des mêmes soins. Et souvent, dans la transition, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvaient en fait sans service. Donc, on a demandé que d'emblée, il y ait une mesure qui prévoit que les mêmes équipes continuent le suivi. On a également demandé qu'il y ait des mesures qui soient faites dans la sensibilisation du grand public, dans les écoles, etc., pour permettre la détection précoce de la psychose. Et également, on a demandé que le ministère aide à mettre en place des mesures pour que les gens puissent avoir un accès rapidement, donc en moins de 72 heures, à des soins d'intervention précoce pour la psychose. Donc, tout ça dans les recommandations que l'Association des médecins psychiatres du Québec faisait au ministère. À peu près dans la même année, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a lancé le deuxième plan d'action en santé mentale, donc 2015-2020. Le premier était les 5 années précédentes. Déjà de 2010 à 2015, le ministère émettait le souhait qu'il y ait des programmes pour premier épisode psychotique, mais sans qu'il y ait de mesures concrètes qui soient annoncées ou de détails qui soient donnés par rapport à cet élément. Donc, on a vraiment insisté pour qu'il y ait plus de détails qui soient mis. Et dans le fond, le ministère a alors proposé des mesures avec des moyens pour les accomplir. Donc, le MSSS, c'est le ministère de la Santé, là, a proposé de soutenir l'élaboration et la diffusion de standards de soins pour les premiers épisodes psychotiques et a demandé que chaque établissement de santé du Québec soit responsable d'offrir des soins et des services à sa population, tant aux adolescents qu'aux jeunes adultes qui souffrent de premiers épisodes psychotiques, en respectant les standards. Ils ont également, c'est complexe, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ils ont même planifié, en fait, dans la structure complète de soins qui va des enfants aux personnes âgées, où se situaient, dans le fond, les programmes d'intervention précoce et comment les gens pouvaient y avoir accès. Et ils ont également précisé des délais pour l'accès, en fait, aux soins. Donc, dans les états de crise, on demandait que les équipes de premier épisode psychotique puissent, en fait, donner accès en moins de 24 heures aux équipes, l'état mental instable en moins de 7 jours et l'état stable en environ 15 jours. Ce qui est quand même très rapide, contrairement à ce qu'on avait auparavant au Québec. Dernière mesure importante, c'est qu'ils ont donné le mandat au Centre national d'excellence en santé mentale de supporter le développement de ces équipes-là. Alors, en 2016, donc, au Québec, il y avait environ une vingtaine de programmes, dont une proportion importante à Montréal, à Québec, mais tous ces programmes sont dans des régions soit périurbaines ou semi-rurales. Et en rouge, ce sont les programmes qui sont académiques et les autres, en bleu, pédopsychiatriques, et les autres sont des programmes en milieu non académique. Et en 2017, en fait, donc en octobre dernier, le ministère a publié le cadre de référence pour les programmes d'intervention pour premier épisode psychotique, où là, il y a vraiment des explications très précises sur, par exemple, le nombre d'intervenants que devraient contenir les équipes par 100 000 de population, le fonctionnement de ces équipes-là, le fait que des psychiatres doivent être impliqués, participer aux réunions d'équipe, etc. Je vais revenir avec un peu de ces détails-là. Ils ont aussi investi 10 millions de dollars pour la création de 15 nouveaux programmes. Donc, à peu près la vingtaine existante déjà, ils ont donné des fonds pour pouvoir partir des programmes dans les régions qui étaient dépourvues de programmes. Et pour pouvoir permettre, en fait, un premier lancement de ces programmes, ils ont organisé une formation où ils ont demandé, en fait, à des experts de pouvoir partager, en fait, leur expérience pour le développement des programmes.
Alors, je passe à la deuxième partie où, en fait, je vous présente, c'est le résultat d'une revue de littérature où on a regardé les guides de pratique canadiens, internationaux, donc ceux de l'Australie, l'Italie, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, et également quelques articles qui faisaient ressortir les composantes essentielles des programmes pour premier épisode. Et c'est ce que je vais vous présenter un peu dans la prochaine partie avec la rationnelle, en fait, la justification de pourquoi on met ces recommandations-là, quel est l'objectif de ces recommandations. Donc, juste avant, pour revenir un peu sur ce que Philippe disait tout à l'heure, on voit que, en fait, j'ai extrait cette diapositive-là d'une étude qu'on a fait au Québec sur quelle était un peu la grosseur des programmes et le nombre de nouveaux cas par année. Fait qu'on voit que dans les centres académiques, la population desservie varie de 125 000 à 600 000, habituellement autour de entre 250 et 400 000 de population. Beaucoup moins gros dans les milieux non académiques, mais il y a vraiment un minimum en dessous duquel on n'arrive pas vraiment à structurer des programmes, il n'y a pas assez de prévalence, on n'arrive pas à avoir assez de jeunes en même temps qui sont à peu près à la même phase de la maladie, etc. Et on voit que ça donne environ 30 à 150 nouvelles références par année, donc les plus petits programmes, une trentaine, les plus gros, 150. Avec environ des taux d'admission pour les nouvelles références autour de 80 %. C'est-à-dire que les gens peuvent référer, en fait, les gens peuvent s'auto-référer au programme, leurs familles peuvent téléphoner, ils peuvent aussi être référés par les services d'urgence, par l'école, par des organismes communautaires. Et on voit que quand les critères sont bien établis et sont bien publicisés, la plupart, en fait, des gens qui sont référés correspondent soit aux critères d'état mental à risque ou même de premier épisode psychotique. Et on voit l'âge moyen là, à l'admission qui, en fait, est plus bas dans les milieux non académiques parce qu'il couvre souvent la population à la fois pédopsychiatrique et psychiatrie adulte. C'est un travail qu'on a à faire, nous, dans les milieux académiques où c'est encore séparé entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte. Donc, j'y vais maintenant des recommandations. Donc, d'abord, la première recommandation est d'améliorer l'accessibilité. Pourquoi? Vraiment dans le but ultime de réduire la durée de psychose non traitée. Donc, différentes mesures nous permettent d'améliorer l'accessibilité. D'abord, d'accepter des références de multiples sources. De façon historique au Québec, pour pouvoir accéder à des soins d'un psychiatre, il fallait être référé soit par un médecin de famille et par un autre psychiatre. Beaucoup des programmes d'intervention précoce demandaient même qu'on soit référé par un autre psychiatre. Maintenant, on a vraiment changé. On s'est un peu basé sur ce qui était fait en Australie et ailleurs. En fait, tout le monde peut référer, peut s'auto-référer. Même chose, on fait beaucoup d'interventions dans la communauté auprès des référents potentiels, donc des écoles, les organismes communautaires. Beaucoup de journées de sensibilisation qui sont organisées, en fait, par l'Association québécoise des programmes pour premier épisode. Donc, on a monté un programme qu'on promène, en fait, à travers la province, qui fait que tout le monde n'a pas à tout recommencer à zéro. Et également, on essaie, une fois qu'on a eu des références de certaines sources, de faire un retour pour former ces référents-là à bien comprendre qu'ils ont bien ou pas bien référé, là. Ensuite, l'évaluation rapide de nouveaux patients. Donc, on parlait moins de 72 heures entre la référence et le premier contact pour évaluation, avec une prise en charge également qui est rapide, là, idéalement dans la même semaine, sinon en moins de 2 semaines. Encore pour l'admissibilité, donc on parle des critères d'âge qui sont flexibles, donc environ entre 12 et 35 ans. Le but de faire des programmes qui vont de l'ado-psychiatrie jusqu'à la psychiatrie adulte, c'est d'éviter la rupture de service lors de la transition. En fait, c'est une transition qui est très légale. Chez nous, à 18 ans, on devient adulte, mais en termes de développement, on sait que c'est vraiment une période où les jeunes sont en train de développer leur autonomie, développer leur identité vocationnelle, leur identité en général. Donc, un très mauvais moment, en fait, pour qu'il y ait une rupture de soins. Dans le fond, on essaie d'avoir également, pourquoi pas étendre jusqu'à 50 ans, c'est pour avoir des jeunes qui sont dans la même phase développementale, dans la même phase, non seulement au niveau du neurodéveloppement, mais au niveau des phases de vie également, là, pour qu'ils puissent s'identifier les uns aux autres, au vécu que les autres vivent.
En termes de diagnostic, on parle en fait de psychose au sens large pour plusieurs raisons. Une étant d'abord que plus on veut détecter tôt la maladie, moins le diagnostic est précis. Donc, si on attend d'être certain on fait face à une schizophrénie, par exemple, bien, on va souvent être beaucoup trop tard dans l'évolution de la maladie. Mais également parce que plusieurs études ont démontré que, en fait, toutes les maladies psychotiques, qu'on parle des maladies bipolaires avec caractéristiques psychotiques ou autres, en fait, évoluent de façon similaire s'il n'y a pas d'intervention ou de réadaptation qui est offerte assez tôt dans le traitement. Donc, à la fois les jeunes bipolaires comme les jeunes atteints de schizophrénie vont avoir une mauvaise évolution au niveau vocationnel, par exemple, s'ils ne sont pas pris en charge. Autre chose pour les psychoses dites toxiques, donc les psychoses où il y a une composante d'abus de substances. Là. On sait qu'en fait, la comorbidité est de plus de 60% pour les troubles de dépendance et d'abus de substances chez cette clientèle. Donc, souvent, il va y avoir une contribution, notamment du cannabis, mais d'autres substances également au développement de la psychose. Et plusieurs études ont démontré, en fait, que ces psychoses dites toxiques, pour le 3/4 d'entre elles, sont éventuellement soit des schizophrénies ou des maladies bipolaires. Donc, l'importance d'inclure le plus tôt possible tous ces cas. D'avoir des critères d'exclusion les plus minimaux, donc les patients qui ont des troubles de personnalité comorbides, qui ont des problèmes d'abus de substances, qui ont des problèmes légaux ou à la limite même qui ont des conditions médicales comorbides. On s'entend si ce n'est pas la condition médicale qui est la cause de la psychose, vont également être intégrés dans les programmes. De notre expérience, c'est bien de bien établir le traitement pour les jeunes adultes qui ont déjà développé, en fait, un premier épisode psychotique avant de s'attaquer aux jeunes à ultra haut risque. Mais bon, en fait, doivent être intégrés dans ces cliniques de premier épisode des services pour les patients à ultra haut risque. Déjà, ça permet d'éviter la transition vers la psychose, mais pour ceux qui vont faire une transition vers la psychose, on peut rapidement leur offrir les services intensifs qu'offrent les cliniques pour premier épisode psychotique. Ils ont également beaucoup d'autres difficultés, tant au niveau cognitif qu'au niveau de la santé mentale, donc une comorbidité importante, et c'est important de pouvoir agir, mais je crois qu'il y a des gens qui vont parler de ça tout à l'heure. L'autre élément très important de ces programmes, c'est vraiment la rétention des patients. En fait, ces programmes-là, ils reçoivent tout le monde, mais en fait, là où on passe beaucoup d'énergie, c'est à retenir, en fait, ceux qui ne veulent pas être retenus, ceux qui ne veulent pas tant de soins, ceux qui ont tendance à être perdus au suivi. On sait que dans les programmes de psychiatrie réguliers, il y a plus d'un tiers des jeunes qui présentent un premier épisode psychotique qui quittent prématurément les services. Donc, il y a un effort important qui est fait pour relancer ces patients, aller dans la communauté pour les suivre. À la limite, bon, je n'avais peut-être pas le même système légal, mais même de faire des ordonnances d'autorisation de soins pour forcer le traitement une fois qu'on a vraiment travaillé très fort et que les jeunes ne veulent pas en fait de service. Et on vise un taux d'abandon de moins de 10% par année pour s'assurer de vraiment bien traiter les jeunes qui en ont besoin. Il y a une attention particulière qui est aussi donnée aux populations immigrantes qui sont à plus haut risque de développer la psychose et qui ont souvent une moins bonne connaissance du système de santé. Alors, quels sont les services offerts? Bien sûr, une psychopharmacologie avec des doses beaucoup plus faibles. On parle d'un équivalent pour la majorité des patients de 2 mg d'allopéridol ou 200 mg de chlorpromazine en début de traitement. Des interventions familiales qui sont démontrées comme étant un des facteurs principaux pour réduire les taux de rechute, la thérapie cognitivo-comportementale et ce qu'on appelle l'outreach, qui est beaucoup d'aller dans la communauté, à la fois pour détecter les jeunes qui sont malades, pour les accrocher, les engager dans le traitement, mais également pour les aider dans leur réinsertion sociale par la suite. On a fait ici une liste, en fait, c'est encore un extrait du sondage que je vous ai présenté tout à l'heure, mais des interventions qui sont offertes dans ces programmes-là. Donc, toutes des interventions qui sont démontrées efficaces. J'inclus également, en plus de ce que je vous ai déjà dit, tout ce qui est support à l'emploi, support au maintien des études, tout ce qui est support même en hébergement et tout ce qui est intégration des traitements pour l'abus de substances. Et de plus en plus, même l'utilisation de l'activité physique, non seulement pour la prévention des troubles métaboliques, mais même pour l'amélioration de la santé mentale,
incluant la remédiation cognitive. Donc, on voit un peu la répartition des programmes. En fait, même les petits programmes en région semi-rurale offrent les interventions principales. C'est sûr que plus les programmes sont petits, plus ils ont de difficultés après à offrir des interventions là, qui touchent peut-être un moins grand nombre de personnes ou qui demandent beaucoup, en fait, de personnel. Donc, les interventions familiales, il y en a de plusieurs types également. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour les hospitalisations, donc, ce qui est recommandé, c'est idéalement d'avoir une unité spécifique pour les jeunes adolescents, adultes là, qui présentent des premiers épisodes psychotiques, ou du moins de les regrouper au sein d'une même unité où il y a des gens plus jeunes, là, un peu comme disait tout à l'heure Philippe. On sait que les hospitalisations sont traumatiques souvent pour les jeunes qui entrent dans la maladie, ils veulent souvent pas être hospitalisés, ils sont souvent très malades en crise, parfois ils reçoivent des médications contre leur grippe parce qu'ils sont agités, ils sont isolés, contentionnés, donc et souvent dans les structures de soins habituelles, on a moins cette sensibilité-là à rendre les soins plus, je dirais, youth-friendly, donc vraiment dans une attitude, une ambiance, un langage même qui va parler aux jeunes. Donc, que ce soit dans l'unité d'hospitalisation ou même dans les services externes, on va vraiment faire attention à cette ambiance, cette attitude-là particulière. On vise bien sûr les hospitalisations les plus courtes possibles et on investit plutôt en ambulatoire, donc moins de lits à l'interne pour pouvoir investir dans la communauté. Et idéalement, une continuité de soins entre l'équipe interne et externe. Donc, chez nous, c'est la même équipe qui fait l'hospitalisation et c'est même les mêmes personnes, donc les mêmes psychiatres qui vont suivre le même patient, qu'il soit à l'urgence, à l'unité interne ou en ambulatoire. D'autres équipes vont au moins, même si c'est pas le même psychiatre qui fait les deux, vont en fait faire des réunions d'équipe communes, donc avoir des plans communs, et ça va parfois être le case manager qui va faire le lien entre la partie interne du traitement et la partie ambulatoire. Donc, le case manager, c'est vraiment le centre, en fait, le cœur du traitement, là, et en fait, le document qui a été traduit par l'équipe du professeur Conus, c'est vraiment très bien fait. Ça va dans les détails de comment intervenir, même au niveau de l'approche psychologique, mais vraiment dans l'accompagnement psychosocial. L'objectif est vraiment d'éviter la fragmentation des services. Donc, le case manager a vraiment le rôle de s'assurer de bien, soit lui-même offrir les services ou coordonner les services pour le jeune. Moi, je dis toujours que c'est un peu le lobe frontal du jeune qui va aider à l'organiser, surtout en début de maladie. Il va favoriser aussi l'établissement d'une alliance thérapeutique et bien sûr, pour pouvoir permettre une intensité de service, les ratios doivent être bas. Donc, dans notre cadre de référence, maintenant au Québec, ce qui est préconisé, c'est 16 pour 1. C'est pas vrai que tous nos services ont 16 patients pour un intervenant. On est beaucoup à 20, 25, mais de plus en plus, on va essayer de se rapprocher de cette moyenne. Certains ont fait un peu comme expliquait le professeur Conus, par exemple, des sous-équipes qui ont des 1 pour 10 de ratio, alors que le reste de l'équipe va avoir 1 pour 30. D'autres, ça va être le même intervenant qui va faire à la fois des patients plus intensifs ou moins. Mais règle générale, à plus de 16 patients par intervenant, si on s'occupe des jeunes qui ont besoin d'un suivi intensif dans le milieu et ceux qui ont des besoins peut-être un peu moins intensifs, on n'y arrive pas à vraiment bien faire le travail. Les équipes doivent être multidisciplinaires et inclure, bien sûr, un psychiatre, des spécialistes en toxicomanie, en réinsertion socio-professionnelle, au moins une infirmière, idéalement des ergothérapeutes, travailleurs sociaux, pour permettre la réadaptation et l'intégration vraiment dans le milieu. Donc, encore un extrait de notre étude où on voit un peu la répartition des professionnels dans l'équipe. C'est sûr que plus les centres sont gros, plus ils ont le loisir d'avoir beaucoup de types de professionnels. Plus ils sont petits, bien, on se concentre sur psychiatres, infirmiers, etc. La durée des programmes, donc, le professeur Conus a parlé de 3 à 5 ans. Donc, c'est vraiment la période critique. Et on voit de plus en plus avec les études là, qui commencent à sortir que plus, en fait, c'est long. C'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir un 5 ans de suivi. Certains, après 2-3 ans, vont assez bien pour pouvoir retourner vers la première ligne, vers un médecin de famille ou encore des équipes de santé mentale plus générales. Mais pour ceux qui ont, je dirais, il y en a qui sont tellement malades qu'ils vont devoir aller vers des équipes de suivi intensif à plus long terme. Mais il y en a une bonne proportion qui ont besoin d'un soutien supplémentaire, parfois pour
expérimenter la rechute dans un cadre où on peut réagir rapidement et permettre une meilleure évolution de l'autocritique. Alors, pour vous donner une idée un peu, encore extrait du même sondage, une fois que les patients quittent nos programmes, en fait, en blanc, c'est ceux qui vont voir seulement un médecin de famille et en rouge, ceux qui vont aller en santé mentale première ligne. Donc, on voit que dans les milieux académiques, en fait, il y en a un peu plus qui vont aller vers la psychiatrie, qui vont rester en psychiatrie, moins dans les régions non académiques. Est-ce que c'est simplement une question de disponibilité des services? Peut-être. Peut-être aussi qu'ils ont mieux intégré la première et la deuxième ligne que dans les centres plus académiques. Puis, on voit ici, c'est la deuxième ligne de la psychiatrie et ici, les services plus spécialisés. Donc, par exemple, les équipes qui combinent addictologie et psychiatrie ou encore les équipes de suivi intensif dans le milieu. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'en pédopsychiatrie, en fait, la très grande majorité, 90%, en fait, vont se retrouver en psychiatrie adulte. Donc, il n'y a pas vraiment de pertinence de scinder ces équipes-là, mais plutôt de joindre, en fait, des pédopsychiatres aux équipes de psychiatrie adulte qui s'occupent des jeunes atteints de troubles psychotiques. Il y a toute une composante évaluation de programme qui est importante, qui est recommandée, qui est beaucoup plus faite de façon naturelle dans les milieux académiques. On a souvent tendance à étudier ce qu'on fait moins dans les milieux non académiques, mais en fait, c'est recommandé dans le but de toujours améliorer les services, voir s'ils répondent en fait à ce à quoi ils doivent répondre et à ceux à qui ils doivent répondre. Et dans le même ordre d'idée, d'organiser à même les cliniques des activités de formation continue, sinon via des associations comme notre Association québécoise des programmes pour premier épisode ou peut-être la branche francophone de l'IEPA. Et bon, la participation à des projets de recherche qui visent encore le même objectif. Donc, en résumé, les principes fondamentaux de l'intervention précoce, c'est vraiment d'offrir un accès facile et rapide. On veut vraiment éliminer tous les obstacles qui causent des délais et qui risquent d'augmenter la durée de psychose non traitée ou qui risquent de faire que les jeunes vont décrocher et ne vont pas s'engager dans les soins. Une intervention, pas seulement une évaluation qui est rapide, parce qu'on avait tendance des fois à voir les gens font des évaluations rapides, mais après les jeunes attendent sur des listes d'attente. Mais donc, une intervention qui va aussi débuter rapidement et qui va être intensive et qui va intégrer, en fait, toutes les interventions qui sont démontrées efficaces. Un peu comme dans le cancer, on n'attend plus les phases terminales ou pré-terminales avant d'agir. On essaie de détecter le plus tôt possible et d'intervenir agressivement avec la chimiothérapie, un peu de la même façon en psychiatrie. Un suivi intensif dans le milieu du jeune avec l'attribution d'un case manager qui est vraiment le cœur, en fait, du traitement. Un éventail d'interventions biopsychosociales qui sont basées sur les évidences et faire de l'engagement du patient et de la continuité de soins une priorité. Donc, pour faciliter l'engagement, on parle beaucoup et l'accessibilité d'outreach, donc d'aller dans la communauté pour réduire les abandons de suivi aussi. D'admettre dans les mêmes services les patients qui ont moins de 18 ans et plus de 18 ans pour permettre vraiment une continuité des soins. Respecter les ratios intervenants cliniciens autant que possible, sinon le travail devient extrêmement difficile et on laisse tomber les principes qui permettent justement de faire la différence. Et il y a vraiment tout un changement philosophique où l'attitude des cliniciens, même les environnements physiques, l'ambiance, l'approche, le langage doit être plus accueillant pour les jeunes ou youth-friendly pour leur permettre de se sentir un peu chez eux et d'avoir envie d'investir les soins. Donc, un peu comme l'a fait professeur Conus ici, j'illustre un peu le traitement typique qu'on offre au Québec. Donc, d'abord, un suivi intensif par le psychiatre au départ qui peut être quotidien en ambulatoire plutôt que de le faire en intra-hospitalier. Bon, de façon habituelle, c'est plutôt 2 fois semaine. Puis, par la suite, on va atteindre un suivi qui est d'une densité plus régulière là, vers la fin du suivi, au mois, aux 2 mois. Au bout de entre 3 et 5 ans, avec le suivi par un intervenant principal qui est le case manager, qui va au début, pendant les 2-3 premières années, s'impliquer de façon plus intensive et par la suite seulement dans les moments de crise. Donc, si par exemple, le jeune fait une rechute ou perd un emploi, etc. Un programme de thérapie de groupe qui va être beaucoup offert en début de suivi, qui va offrir la psychoéducation, les thérapies cognitivo-comportementales, des thérapies intégrées pour l'abus de substances et graduellement beaucoup plus aller vers l'intégration dans les services communautaires, des interventions familiales qui sont offertes dès le début et pour les gens qui ont des besoins plus à long terme, là, des psychothérapies plus spécifiques, que ce soit thérapie cognitivo-comportementale ou systémique.
Alors, il reste qu'il y a un défi d'adapter le modèle aux variabilités régionales. Donc, souvent dans les régions périurbaines ou encore rurales, il y a des étendues de territoire qui sont très importantes. La densité de population est faible. Il y a peu de transports en commun. Donc, c'est des défis nouveaux, en fait, où il faut, avoir de la créativité. Souvent, les ressources humaines vont être moins importantes, les ressources humaines là, qui sont spécialisées ou bien formées, et il y a un roulement important et un épuisement parfois dans les équipes. L'organisation des systèmes de soins de santé mentale va varier souvent hein, d'une province à l'autre, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Et il y a parfois des populations qui peuvent être très différentes et spécifiques, comme par exemple les jeunes itinérants dans les centres-villes. Il y a beaucoup de multiethnicité dans certaines villes ou encore beaucoup d'Autochtones, nous, qui vivent des problèmes particuliers. Pourquoi l'implantation demeure souvent difficile? Bon, il y a souvent des fonds insuffisants, la difficulté de coordonner les différents acteurs dans le soin des patients, les changements fréquents au niveau du personnel, mais également la réticence à établir des pratiques déjà établies. Donc, souvent, on entend les gens qui nous mentionnent qu'ils font déjà ça, alors que c'est pas exactement ce qui est fait, et c'est souvent dans les détails hein, que les choses vont être différentes. Il y a des choses que j'ai déjà dites, je vais passer un peu plus rapidement. Donc, les pistes de solutions, c'est vraiment l'adoption de normes, soutenir les équipes dans le développement et éventuellement homologuer les équipes afin de s'assurer qu'il y a un certain respect et un maintien de la qualité des services qui sont offerts. Et donc, pour soutenir les équipes, d'avoir des réseaux de chercheurs, de cliniciens qui parlent une même langue, non seulement au niveau figuré, mais au niveau même de façon très concrète, donc qui parlent le français. L'importance hein, d'une communauté de pratique. On sait que le mentorat va être très important, va compléter en fait les guides de pratique le fait de diffuser des guides de pratique a été démontré dans plusieurs études comme étant pas suffisant pour vraiment changer les pratiques. Donc, ça a été chez nous aussi le rôle du Centre national en santé mentale, donc à la fois l'ACPEP, qui est une communauté de pratique, mais on a demandé que le ministère s'implique également dans cette démarche, donc de coaching, de formation, de soutien et éventuellement d'homologation. L'homologation n'est pas encore, en fait, est en voie de développement au Québec, là. Et en fait, je crois que la clé du succès, c'est vraiment la collaboration entre l'ACPEP, le Centre national d'excellence et le ministère pour appuyer le développement à différents niveaux et de différentes façons, tout en respectant le modèle. Donc, en conclusion, hein, les programmes PEP, c'est un modèle de soins qui est développé depuis au moins les 20 dernières années, qui a démontré son efficacité dans plusieurs études. Et il y a quand même un certain consensus à propos des interventions qui sont souhaitées pour les jeunes. Certains auteurs ont même déterminé les éléments que je vous ai présentés qui sont démontrés comme étant essentiels ou en tout cas souhaitables. Et on a besoin de support pour mettre en place ces recommandations-là. Et bien sûr, toujours de la recherche qui est importante pour déterminer là, notamment les soins aux patients à très haut risque et également pour savoir quelle devrait être la durée du traitement et pour qui plus spécifiquement. Je vous remercie de votre attention.